Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Et je fais une vidéo pour parler de la fiscalité de porte au Cameroun. Et exprimer comment est-ce que cette fiscalité de porte est mise à mal. Voilà. Abonnez-vous sur notre chaîne, invitez vos amis à s'abonner, mais activez la petite cloche pour ne manquer aucune notification. Mettez un like sur la chaîne, sur la vidéo pour que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Partagez avec nous vos impressions sur cette vidéo, sous cette vidéo, là, dans le chat, mais faites-le dans la courtoisie et le respect de l'opinion surtout des autres. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Et souscrivez notre membership pour participer au développement de notre chaîne. Donc, comme je vous disais, je poursuis avec la deuxième série sur cette vidéo-là, sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et comment est-ce que cela va affecter la fiscalité de porte. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais parler de la fiscalité de porte au Cameroun. La fiscalité de porte. La fiscalité de porte. Pas de bord, comme j'entends souvent, mais la fiscalité de porte. La fiscalité de porte parce que dans un pays, vous avez, vous-même chaque année, on vous dit la loi de finances. Et la loi de finances, c'est un corpus de lois que l'État prend pour mener des ajustements dans l'économie, normalement pour booster la production, hein, mais également booster, par exemple, la recherche, booster le développement agricole. Donc, on prend un ensemble, un corpus de lois d'incitation, booster l'emploi, booster l'apprentissage, la formation professionnelle, etc. Donc, booster, donner le trend, les grandes orientations sur la politique économique de la nation. Donc, on prend un corpus de lois qui s'appelle la loi des finances. Et dans cette loi de finances, la matérialisation se traduit par un tableau qu'on appelle le budget. Le budget, c'est là où vous avez l'ensemble des ressources de l'État, l'ensemble des ressources de l'État et l'ensemble des emplois. Ça veut dire où vient l'argent, les ressources et comment est-ce qu'on les dépense. Voilà. Donc, dans le cas du Cameroun, par exemple, pour ceux qui consultent la loi des finances, vous allez voir que la loi des finances, vous avez les recettes ou les ressources de l'État. Les ressources de l'État proviennent de, et je ferai une autre vidéo après celle-ci, pour parler du cas spécifique des États-Unis. Les ressources de l'État proviennent d'abord de l'enregistrement des timbres de la curatelle, donc l'enregistrement. Quand vous faites un contrat de bail, normalement, vous allez l'enregistrer aux impôts. Vous payez 15%, donc 10% pour je crois que c'est ça, hein, 10% pour le locataire et 5% pour le bailleur. Donc, si le montant du bail, c'est 2 millions de francs, vous payez 300 000. Donc, le bailleur paye 100 000, le locataire paye 200 000 et vous enregistrez le contrat de bail aux impôts. Voilà. Donc, ce n'est pas le fameux timbre de 1000 francs qu'on met au commissariat là. C'est l'enregistrement devant les impôts. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça, ce sont des ressources de l'État. Le montant des enregistrements, ce sont des ressources. Les impôts ont une division qu'on appelle la division du timbre et de la curatelle qui s'occupe de ces enregistrements. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est les ressources de l'État. Donc, ce sont les recettes fiscales. Autrement dit, les recettes qui proviennent de l'administration fiscale. Hein, la collecte de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est collectée, liquidée et payée aux impôts, au trésor public. Vous avez des ressources comme l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Vous avez comme l'impôt sur les bénéfices des entreprises, donc les dividendes que les entreprises opèrent. Donc tout ça est payé à l'État. Et il y a d'autres impôts hein, sur l'exploitation des carrières, etc., etc., etc. Tout ça est normalement collecté et reversé à l'État. Donc ça, c'est le domaine fiscal. Et puis vous avez le domaine de la douane. Par exemple, le domaine de la douane, les douanes camerounaises, c'est ce qu'on appelle la fiscalité de porte. Porte, parce que c'est au bord. Hein. Tout ce qu'on collecte dans les aéroports, tout ce qu'on collecte dans les ports, tout ce qu'on collecte aux frontières terrestres. Hein, par exemple, les aéroports de Douala et de Yaoundé sont des aéroports. Quand vous voyez l'aéroport de Douala, par exemple, c'est tout un secteur de douane. Hein, c'est tout un secteur de douane avec plusieurs chefs de bureau. Donc, qui collectent les recettes de l'État
Quand vous voyez par exemple le port de Douala, c'est plusieurs secteurs de douane. Le port de Kribi aussi, c'est des secteurs de douane. Le port de Youpé, c'est un secteur de douane, carrément, tout un secteur carrément. Quand vous voyez par exemple les secteurs de douane du sud-ouest, donc à la frontière, les Idenao, la frontière terrestre Kumba, etc., Bamenda, tout ça, vous avez des secteurs de douane. Donc, c'est la fiscalité de porte, voilà. Donc, cette fiscalité de porte-là est mise à mal en ce moment, si je puis dire. Elle est mise à mal. Moi, je fais partie de ceux qui avaient écrit une tribune dans le Messager à l'époque. Je n'ai plus une copie de cette tribune-là. Je l'aurais certainement lue. Mais cette tribune, je l'avais écrite aux alentours de 2010. Voilà. Où je m'inquiétais du fait que le gouvernement camerounais misait tellement sur la fiscalité de porte. Parce que les recettes provenant de la fiscalité de porte, ou bien la douane, comme les gens disent, ça dépasse 30% des recettes du budget attendu par l'État dans le budget. Or, je me suis penché aux États-Unis sur le cas des États-Unis. La fiscalité de porte ne représente que 5% des recettes budgétaires de l'État. 5% seulement. Pour un grand pays comme les États-Unis qui est impliqué dans le trade, donc les exportations, les importations, quand même l'Amérique c'est plusieurs ports. Je veux dire, vous allez du côté de New York, Boston, Washington, West Virginia, North Carolina, etc. Georgia, Atlanta, toute la côte là, il y a une constellation de ports. Quand vous allez tout le bas là, à Houston, etc., vous remontez jusqu'en Arizona, etc., en Californie, tout ça, vous avez une constellation de ports à n'en plus finir. Même en Californie, Portland, jusque dans l'Oregon, vous n'avez que des ports. Vous n'avez que des ports. Vous venez dans le Midwest, tout au long du lac Michigan, vous avez plus d'une cinquantaine de ports. Il y a des ports partout. Pour moi qui ai déjà fait le lac Michigan en croisière, le bateau s'arrête pratiquement, je dirais, tous les 20 km. Parce qu'il n'y a que des ports. Donc, la fiscalité de porte ne représente que 5%, je dis bien, des droits. Donc, il n'y a que 5% des droits. Et 5% des droits, les droits de douane ne représentent que 5% des ressources d'un pays comme les États-Unis, qui est industrialisé. Chez nous, ça dépasse le tiers. Donc, à partir du moment où ça dépasse le tiers, c'est quelque chose de dangereux. De dangereux, pourquoi? Parce que dans les jours à venir, nous allons voir arriver, premièrement, la ZLECAf, le marché commun africain. Jusqu'à présent, nous avons une union douanière qui disait la Guinée équatoriale, le Tchad, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville et le Gabon. Donc, c'est une union douanière qui nous a été imposée par la France, qui a fait des anciens pays de l'Afrique équatoriale française une union douanière qui n'en est vraiment pas une. Après, ils ont transformé ça en communauté économique. Ça ne repose sur aucun fondement. Aucun fondement. Les institutions, c'est du bric-à-brac. Ce sont des pauvres fonctionnaires carriéristes qu'on met là et qui obéissent au doigt, à l'œil, au chef d'État et qui ne peuvent même pas s'opposer. Bon, bref, je ne veux même pas citer cet exemple-là. Donc, je préfère qu'on s'arrête là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les institutions comme la CEMAC, la CAC vont être noyées dans la ZLECAf, la zone de libre-échange du continent africain. Autrement dit, quand cette zone de libre-échange va progresser, il y aura une levée totale des barrières tarifaires entre les pays africains. Ce qui va créer une compétition terrible. Parce qu'une entreprise, un entrepreneur camerounais qui se voit privé de produire du pétrole ou construire une raffinerie pour produire du pétrole au Cameroun, pourra construire cette raffinerie au Gabon et là vendre son pétrole au Cameroun, comme il pourra le vendre en Angola, ou pourra construire cette raffinerie en Angola et vendre son pétrole au Cameroun sans payer un seul centime sur les droits de douane. Et la ZLECAf, tel que c'est lancé, on ne va pas revenir en arrière. L'Afrique centrale est certes en retard parce que vous avez des dinosaures comme Paul Biya qui ne veulent que rien bouge. Mais quand vous regardez en Afrique de l'Ouest, ils sont très en avance sur l'intégration des pays en termes de commerce et de libre-échange. Quand vous regardez l'Éthiopie, le Kenya, Djibouti, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie,
le Mozambique, etc., vous descendez jusqu'au Botswana, Namibie, etc., ce sont des pays qui font de gros efforts en termes d'investissement et qui ont pratiquement levé les barrières tarifaires pour intégrer totalement leurs économies. À partir de ce moment, c'est la compétition économique qui prévaut. Donc l'État perd en termes de droits de douane, mais l'État gagne parce que l'économie se concentre désormais sur la production, l'impôt sur le revenu, l'impôt des entreprises. Donc c'est la fiscalité, donc l'impôt qu'on collecte sur le revenu des travailleurs, l'impôt qu'on collecte sur les entreprises et leurs activités, etc. C'est tous ces impôts-là qui font 90% des ressources de l'État. Donc, il y a certes les prêts, les dons, etc., etc. Mais dans une analyse comme celle-ci, je n'inclus pas cela. J'inclus vraiment les ressources propres des États. Or, dans ce jeu, quand vous regardez, je vous envoie aller regarder par exemple le Rwanda, un pays comme le Rwanda. La fiscalité de porte, ça représente 12%. 12%, 11, 12%, 11, 12, 10, 33, 11, 12%. Alors que la fiscalité de porte au Cameroun, c'est pratiquement 40%. C'est beaucoup. C'est tellement, c'est trop. C'est trop. Et c'est trop parce que le Cameroun aura du mal à se projeter ou à rentrer dans le nouveau cycle, la nouvelle tendance vers laquelle vont les pays africains. Ou si lui ne rentre pas, ça veut dire que si le Cameroun ne rentre pas dans la ZLECAf, il ne pourra pas exporter un seul macabo dans le pays de son voisin. Donc, or, quand il va rentrer dans la ZLECAf, ça veut dire qu'il faudra voir arriver dans notre pays des produits fabriqués chez les concurrents. Et si nous n'avons pas d'industrie, ben, nous allons être comme une prostituée qui est au Cameroun, au Carrefour, tout le monde va passer sur elle. Ce n'est pas l'objet du débat dans notre pays, où les télévisions sont devenues d'une putréfaction nauséabonde. On passe la journée à parler du tribalisme pour fuir les vrais problèmes. Les vrais problèmes sont là. Le pays est à l'arrêt. Le pays est complètement à l'arrêt. Et il se dit même qu'ils ont activé l'argument du tribalisme parce que les Camerounais n'en peuvent plus et menacent de descendre dans la rue pour manifester. Donc, on active le tribalisme pour pouvoir exacerber, diviser les gens pour que les gens ne puissent pas descendre dans la rue en disant voilà, c'est une affaire de Bamileke. Mais vous savez, je dis encore, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est un couteau à double tranchant parce que ça peut finir très haut comme ça peut finir très bas. Et il n'y a rien entre les deux au milieu. Ça, ils doivent le savoir. Donc, la ZLECAf, qui va contraindre le Cameroun à périr ou vivre. Périr, ça veut dire accepter de ne pas lever les barrières tarifaires et signer le traité de libre-échange. C'est périr, parce que vous serez isolé tout seul. Vous ne pourrez vendre à personne parce qu'il y aura énormément de droits de douane sur vos marchandises quand ça va chez les autres. Vous ne serez pas compétitif. Aucun investisseur ne viendra chez vous parce que vous êtes isolé comme Robinson Crusoe sur son île. Maintenant, si le Cameroun veut échapper à la ZLECAf, il y a encore un autre problème maintenant. Le Cameroun a signé des accords de libre-échange avec l'Europe. Ça s'appelle les APE. Et dans ces APE-là, vous voyez bien que nous avons perdu énormément de droits de douane. Mais là-dedans, il faut pointer la responsabilité du gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais, les APE, j'avais écrit un excellent article dessus, publié toujours dans le journal Le Messager, une tribune. Quand vous regardez les APE disaient la chose suivante. Il faut, vous ouvrez votre marché aux produits en provenance d'Europe, mais nous vous donnons les moyens financiers de mettre à niveau vos industries et d'en créer de nouvelles. Non, là-dessus, le gouvernement camerounais, parce qu'il avait un souci, comme ils disent eux-mêmes, c'est d'éliminer les Bamileke qui contrôlent le commerce dans les marchés. Donc, ils pensaient qu'en faisant venir les grandes centrales d'achat internationales, à terme, ça va tuer. C'est comme ça qu'ils raisonnent, hein, je dis, parce que moi j'ai des amis qui travaillent à la présidence de la République, qui te disent que nous, c'est comme ça qu'on raisonne. Et ils assument leur raisonnement, sauf qu'ils ne l'assument pas dans l'espace public, mais en privé, ils l'assument. Et disent, voilà, nous, c'est une opportunité pour neutraliser les Bamileke. Donc, ils ont autorisé les grandes centrales d'achat à s'installer. Sauf que les prêts que l'Union, le dispositif financier que l'Union européenne avait mis pour faire la mise à niveau de nos entreprises, construire des centrales d'achat, remettre à niveau certains barrages pour produire l'électricité et relancer la production locale, de manière à ce que ces centrales d'achat, ces grands magasins qui s'installent au Cameroun, ne vendent qu'environ un tiers à 40%
de ce qui est vendu soit importé, ben, le gouvernement camerounais, cet argent, il faut le dire, a été complètement détourné par eux. Ils ont allé mettre ça dans les comptes en Suisse. C'est pour ça qu'ils vont s'asseoir 6 mois en Suisse. Ils ont mis dans les comptes en Suisse, ils ont pris ça et ils ont dit non, voilà, vous pouvez venir vous installer. La conséquence, c'est quoi? Ça a accentué, pour ne pas dire accélérer l'extraversion de notre économie. Il y a plus de marchandises qui entrent, ne paient pas de droits de douane et nous perdons des droits de douane. Et l'État du Cameroun, pour compenser ça, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente les impôts sur les produits en provenance d'autres pays, notamment des États-Unis. Je vais en venir dans la prochaine vidéo et vous allez comprendre la réaction du gouvernement américain. Pourquoi Donald Trump supprime les aides dans des pays comme le Cameroun? Parce que les aides que Donald Trump a supprimées au Cameroun, c'est pratiquement 500 milliards. 508 milliards, c'est beaucoup. À 600 milliards, c'est beaucoup. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée à ça. Donc, le gouvernement camerounais a perdu énormément hein, dans ce schéma-là. Nous avons perdu les droits de douane sur les marchandises importées d'Europe. Et comme si ça ne suffisait pas, quand la Chine a ouvert le robinet des dollars, des euros, dollars, Paul Biya faisait le voyage tous les jours en Chine. Vous voyez, il allait tous les jours en Chine. Tous les 3 mois, il était en Chine. À la moindre occasion, il était en Chine. Un peu comme ça, là, une abeille passe au-dessus de sa tête ou un papillon. Allez, il se lève, il prend l'avion, il court en Chine. Donc, quand il courait en Chine, il revenait, on dit, le président a ramené les contrats, hein, l'argent, 3500 milliards. Hein. L'ensemble, vous nous vendez ça sur la toile, là, ouais, 3500 milliards. Nous avons les contrats, bon, ok. Ils ont ramené les contrats, tout cet argent a été détourné. Maintenant, le gouvernement camerounais, qui n'a pas pris le dispositif pour relancer l'économie après le Covid, a une économie qui est moribonde, qui ne parvient pas à relancer, qui est à l'arrêt. Le Cameroun ne parvient pas à payer ses dettes. Emmanuel Macron a pensé qu'on était au temps de Mitterrand et Jacques Chirac. Donc, il n'a pas vu que la guerre froide est finie depuis. Il a réuni un sommet à Paris avec l'Amérique qui s'est fait représenter par son secrétaire d'État, avec la Chine qui s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, je crois, et avec les responsables de la Banque mondiale et du FMI et de la Banque centrale européenne, Madame Lagarde. Donc, il a bavardé, il a plaidé pour les pays africains, il n'en est rien sorti. Les États-Unis et la Chine ont dit non, c'est une dette, il faut qu'ils payent les pays d'Afrique centrale, en l'occurrence le Cameroun, le Congo-Brazzaville, etc., etc. Il faut qu'ils payent. Donc la Chine a dit pareil. Donc il n'y a pas eu d'accord, ils sont partis. Et quand ils sont partis, vous avez vu au sommet Chine-Afrique, les présidents d'Afrique centrale n'ont pratiquement pas été reçus par Xi Jinping. Ils ont été reçus par le vice-président. C'est une moyen de les conduire diplomatiquement. Donc il n'y a pas eu d'accord là encore. Il faut payer. Tout ce que les Chinois ont fait avec les Américains, c'est de rééchelonner. Donc, rééchelonner, ça veut dire qu'on ne peut plus vous prêter l'argent. On dit rééchelonnement. C'est comme si vous me devez 10 000 francs pendant 4 ans. Arrivé à échéance, je vous demande mes 10 000 francs. Vous dites, bon voilà, ça fait 4 ans. Vous demandez qu'on prolonge encore de 2 ans. Donc, si les intérêts étaient de 2 000 francs, on ajoute 3 000 francs d'intérêt. Ça fait 15 000. Mais avant que vous me remboursez les 15 000, je ne peux pas vous prêter 15 000 encore. C'est ce qui se passe. Donc, ça a réduit la capacité d'emprunt du Cameroun. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a plus d'argent à Yaoundé. Hein, il n'y a pas d'argent. C'est Moumouna Foutsou qui a dit ça à la diaspora, qui lui disait, mais où sont nos chèques? Il a dit, il n'y a pas d'argent. Ça, c'est de sa bouche. J'ai la vidéo là, je peux la projeter si vous voulez. Non, il n'y a pas d'argent, c'est normal. Parce que quand vous rééchelonnez, on ne vous prête plus. Vous rééchelonnez, on dit seulement, ok, vous n'allez pas nous prêter maintenant. Bon, peut-être parce que vous dites, bon, nous avons besoin d'un peu de temps pour lancer la machine. Mais qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? On ne relance pas la machine et rien. Donc, à la date de rééchelonnement, on va demander un nouveau rééchelonnement. Donc, on ne peut plus prêter. On ne peut plus nous emprunter de l'argent. Nous ne pouvons plus emprunter de l'argent. Donc, sur ce, les Chinois ont certainement dit, nous sommes prêts à rééchelonner, mais en contrepartie, vous nous ouvrez davantage votre marché pour nos produits manufacturés. Parce que la Chine aujourd'hui a des problèmes. Ces produits manufacturés ne parviennent plus à partir comme avant aux États-Unis et comme avant en Europe. Donc, conséquent, nous avons ouvert davantage notre marché aux produits chinois en abaissant les droits de douane, donc le montant perçu sur les CBM, etc. En abaissant, la conséquence, c'est que on a permis l'ouverture des China Mall partout. Donc, les produits importés de Chine arrivent, ne payent pratiquement rien et tuent l'industrie locale. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que, vous le voyez encore sur le terrain,
les douanes sont en perte de vitesse. Certes, vous me direz, oh oui, mais le montant des recettes de la douane a augmenté. Oui, mais parce que la douane commence à tordre le bras aux gens. La conséquence de ça, c'est que vous ne pouvez pas avoir de nouveaux investissements fructifs, au sens où on entend. Je sais que quand je vais dire ça, les gens vont me dire, ouais, mais vers la Dibamba, là, on voit des usines pousser. Mais montrez-nous le cahier des charges. C'est encore là, encore des concessions. On dit, bon, vous pouvez venir installer vos usines ici, vous ne payez rien pendant 10 ans. Donc, nous perdons des recettes fiscales parce que nous sommes en... C'est que c'est sauve qui peut. C'est sauve qui peut. La fiscalité de porte est mise à mal aujourd'hui. La fiscalité de porte est mise à mal. Elle a la ZLECAF aux trousses. Elle a les APE. Elle a les accords avec la Chine qui lui font perdre. Et je vais développer le prochain point qui est que les États-Unis, en voyant tout ça, disent « Ok, nous n'allons pas vous donner 600 milliards par an comme ça pour financer votre économie, équilibrer votre balance de paiement, pour que vous preniez ça pour financer les produits qui arrivent d'Europe et d'Asie. Nous voulons aussi que vous ouvrez votre marché. Donc, on va vous appliquer le principe de réciprocité. Si vous taxez les produits qui arrivent des États-Unis, nous allons aussi taxer les produits qui sortent de chez vous. Même si elles vont être transformées ailleurs avant de venir sur notre pays, nous allons les taxer. Donc là encore, il va falloir ouvrir le marché camerounais aux États-Unis. Alors, que va-t-il rester maintenant des droits de douane au sens où on entend? Si ce qui vient d'Europe ne paye plus les impôts, ne paye plus les droits de douane, si ce qui arrive de Chine paye très peu de droits de douane, et si ce qui va venir des États-Unis va désormais ne plus payer de droits de douane. Alors, qu'est-ce que ça va devenir les droits de douane? Qu'est-ce que ça va devenir les recettes propres de l'État? Je pense que dans un pays comme le Cameroun, c'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage ce qui se passe dans notre pays, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il faut que le gouvernement camerounais comprenne qu'il n'y a pas deux solutions. Le tribalisme est dans la tête des gens. On dit, ah voilà, on ne veut pas voir les Bamileke se développer économiquement ici. On ne veut pas voir. Vous avez suivi le commissaire Ebene. Il faut regarder la vidéo du commissaire Ebene sur YouTube. Il le dit clairement. Il dit le testament de lui, Paul Odjoula, dont le poulain était Paul Biya, qu'il avait dit aux Français de mettre au pouvoir parce que c'est lui qui pouvait mieux appliquer les choses. Le testament de lui, Paul Odjoula, disait zéro développement pour les Bassa, zéro développement pour les Bamileke, zéro développement pour les tout pourris, les Moundang, les Gizigi, tout ça, zéro développement pour les Étones. Il faut multiplier des lois pour les contenir, ce qu'on appelle containment rule, pour les contenir dans un mouchoir pour qu'ils ne s'épandent pas. Bon. Si les autorités camerounais pensent que le futur du Cameroun, c'est avec le testament d'Odjoula, qui ne se gêne pas, vous avez vu comment ce genre de testament a été déchiré au Sahel, dans les pays de l'AES, par Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani. Ça a été balayé. En un an, on ne parle plus de ça, ça ne revient plus. Vous avez Air France qui va revenir dans l'AES avec les vols, mais la tête baissée. Là où elle venait, elle atterrissait avant pour payer 100 francs. Aujourd'hui, le contrat qu'elle a signé, elle atterrit pour payer 3000. Et elle est derrière, elle n'a pas les droits préférentiels. Elle est dans les rangs, mais elle est dernière dans les rangs. Et elle accepte d'atterrir aussi parce qu'elle accepte de nouer des accords avec les pays là qui vont créer leur propre compagnie aérienne, Air Mali, Air Burkina, Air Niger, etc. etc. Et vont se faire porter par Air France qui n'arrive plus en gagnant. Non. Ce que vous devez comprendre, c'est si dans notre pays, on veut diriger le Cameroun avec le fameux testament de Djoula, on va aller très mal, ça va aller très mal. Franchement, ça va aller très mal dans les années qui viennent. Ça va aller très mal parce que c'est comme un rouleau compresseur. Nous sommes au milieu, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Si tu ne prends pas les dispositions que ça s'arrête, ça va faire comme ça jusqu'à ça va faire ça. Et ça va écraser tout sur le passage. Il est temps que les autorités camerounaises choisissent le chemin de la realpolitik. La realpolitik commande que dans notre pays, le Cameroun, le gouvernement camerounais remette la production agricole, remette la production industrielle, remette le développement du bâtiment. Donc, créer une économie à l'intérieur sur les facteurs que nous avons. La construction du logement, la construction des infrastructures économiques, la production agricole, la production de l'énergie, la production agro-industrielle, la transformation du coton pour faire le textile, la transformation de ressources comme la production halieutique pour faire des conserves et tout ce que vous voulez,
la production des nouvelles technologies, etc., etc., la production des services à haute valeur ajoutée, etc. Il y a énormément de leviers qui permettent d'utiliser les facteurs humains, capital, miniers, agricoles, tout ce que vous voulez, locaux, 100% locaux, pour produire une économie qui est sur place et qui se tourne vers l'exportation. Mais si le gouvernement camerounais veut créer une économie qui est destinée à contenir certains ennemis, les Bamileke, les Etones, les Bassa, les tout pourris, les Mundang, les Gizigi, etc., comme disait le commissaire Léopold Le Béné, alors nous allons vers un échec. On va se prendre le mur. Ce n'est pas un vœu, c'est une déduction logique en fonction des événements, des mutations géopolitiques qui sont en cours dans le monde. Il est temps que le gouvernement camerounais réagisse. La stratégie qu'ils sont en train de mettre, c'est une stratégie qui est morte-née. Hein, je vous prie de suivre ma vidéo tout à l'heure où je vais vous expliquer la défaite diplomatique de Macron dans l'AES. Il a misé sur la CEDEAO. Simplement, il n'a pas vu ce que les militaires avaient vu, que s'ils formaient une alliance militaire, ils neutralisaient le Nigeria et ils utilisaient les ressortissants de leur pays qui ont la double nationalité dans les pays où on vote et il y a la démocratie, le Sénégal et le Ghana, pour faire amener une nouvelle dynamique au pouvoir. Diomaye Faye et Ousmane Sonko et d'un autre côté John Dramani. À partir du moment où le Sénégal et le Ghana ouvrent les portes, ça isole la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé au niveau du Niger l'accord pour le gaz, le pipeline de gaz transarien qui traverse le Niger pour sortir en Algérie. À partir de ce moment, le Nigeria n'a plus intérêt à être belliqueux, c'est terminé. La Côte d'Ivoire est isolée. Le Bénin ne parle même plus. Talon, il est mieux. Le match est tué là, c'est fini. La diplomatie qu'on enseigne à l'ENA en France et la diplomatie qu'on pratique sur le terrain en Afrique, il n'y a pas eu match. Je vais faire une vidéo pour expliquer ça. Ça permet que certaines personnes ne bavardent plus trop sur la toile là pour raconter n'importe quelle connerie. Donc le gouvernement camerounais doit repositionner la balle au centre. C'est, quand on regarde le régime de Paul Biya, à son âge, vieillissant, c'est plus lui qui dirige le pays, comme a dit Béné, etc. C'est d'autres qui dirigent à sa place. Eux-mêmes, ils n'ont pas d'idée, ils ne savent pas quoi faire, il n'y a plus de prospective, ils sont lâchés par les universitaires, par les intellos. Les hommes d'affaires, ce ne sont plus les hommes d'affaires, c'est les gens qui viennent piocher dans la ligne 94. Bon, voilà, il y a quelques petits trucs là, etc., etc. Mais celui qui va vouloir lancer le Cameroun doit repositionner notre économie sur ses avantages comparatifs et produire à l'intérieur, exporter, rebâtir. L'économie extravertie que nous avons héritée, qui est faite d'import, export, de ceci, de cela, etc., une forte dépendance avec des ressources financières qui sont essentiellement constituées sur les droits de douane, non la fiscalité de port. Cette économie-là est terminée. Elle est terminée. Elle est morte et enterrée. Et celui qui veut rester dans cette économie-là, il va mourir. Il va mourir le plus tôt possible. Il va mourir. Donc c'est la fin de la fiscalité des ports. Ma prédiction est que dans les 10 années à venir, la douane camerounaise va devenir comme la douane française. Comme la douane européenne. Ça veut dire que le rôle, c'est de traquer la contrebande, c'est de traquer les substances illicites, c'est de traquer le blanchiment d'argent, etc., etc. Ça, c'est des missions à agréer à la douane dans tous les pays du monde entier. Mais ce n'est certainement pas de suivre les conteneurs au quartier et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Nous vivons ici aux États-Unis. Moi-même, j'importe des conteneurs de Chine, ici en Amérique. La prochaine fois, parce que je n'aime pas montrer les affaires sur les réseaux sociaux, je vais vous montrer les entrepôts, on les stocke. Il n'y a pas la douane là, avec les gens en tenue qui vous suivent jusqu'au quartier. Vous êtes capable de commander en Chine. Si vous ne voulez pas stocker dans votre entrepôt propre parce que vous n'avez plus la place, vous louez un entrepôt, des entreprises qui ont des entrepôts là. Ça va, ça stocke là-bas. Quand on vous appelle, c'est seulement venir pour voir. Il y a quelqu'un qui compte tout. Vous ne savez même pas quand c'est venu. Or, nous avons une douane qui est vieille, obsolète. Et la douane ici aux États-Unis, il n'y a pas de commissaire agréé en douane. C'est vous-même qui faites votre déclaration là, vous rentrez, ça calcule, etc. Si ça dit que vous allez payer 60 000 $, vous mettez d'abord 20 000, vos marchandises arrivent, vous avez un certain nombre de temps. La douane peut vous donner 120 jours. Au-delà de 120 jours, elle commence à vous mettre 1% d'intérêt par mois, par exemple. Par exemple.
on vous met 0,5% d'intérêt par mois, par exemple. Mais vous envoyez l'argent au fur et à mesure jusqu'à vous liquider et vous donne un quitus. C'est ça qu'il s'agit. Il va falloir moderniser les choses chez nous. Je sais que le dit, ça heurte la sensibilité de beaucoup de gens, mais je vous dis, on n'a pas le choix. Si on ne le fait pas, un matin, il y aura ce qu'on appelle dans notre pays un crackdown. Un crackdown, ça veut dire que la pression est forte, boum, un matin, là, allez. Même avec le tribalisme, vous ne pouvez pas manipuler les personnes. Les gens vont sortir et ce sera la fin d'un système. Voilà. Comme on dit ici, là, il vaut mieux corriger le système avant que le système ne vous corrige. Voilà. Je m'arrête ici, là. Je remercie tous ceux et celles qui ont suivi notre vidéo. Je vous prie de la partager. Je vous prie de mettre un like sur la vidéo. Et je vous prie de vous abonner sur notre chaîne. Car ici, le meilleur est à venir. Souscrivez également notre membership pour participer au développement de notre chaîne. Et surtout, prenez soin de vous. Restez scotchés sur notre chaîne. Car c'est la chaîne du savoir. Et ici, le meilleur est à venir. Bye.